Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliquée. Aujourd'hui, un entretien, nous recevons Jérôme Grandfond. Bonjour tout le monde, Hmm. salut Julien. Coucou Jérôme. Jérôme va nous parler de ses activités professionnelles et notamment de son utilisation de l'impro appliquée. Mais avant ça, Jérôme, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé dans le monde de l'improvisation théâtrale? C'était un parcours logique, c'est-à-dire qu'après 22 ans de rugby, je me suis dit tiens, faisons de l'impro. Voilà, ça s'est à peu près passé comme ça, avec un petit raccourci, mais j'avais envie de faire du théâtre et j'avais vu l'impro, mais j'avais aucune pratique artistique. C'est-à-dire qu'à 6 ans, j'ai demandé à mon papa toulonnais si je pouvais faire du rugby, et la seconde d'après, j'avais des crampons aux pieds, et j'ai fait ça pendant très longtemps et j'ai adoré. Ça a été vraiment une grosse passion, une belle école de la vie. Et puis quand j'ai arrêté ma carrière, ma belle carrière de rugbyman, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et je me suis dit, c'est l'occasion de tenter l'impro. Et j'ai poussé la porte de mon atelier à Metz. Ça a commencé, ça faisait 1 an que ça existait, je crois, quand je suis arrivé. C'était des étudiants qui faisaient ça en mode un petit peu, on vient comme on veut, quand on veut. Et donc la troupe du Minou de Metz, qui existe toujours, hein, et qui a été fondée par quelqu'un qui venait de Strasbourg, de la Lolita. Et ça a été vraiment un gros coup de foudre, un gros coup de cœur. Et ça s'est enchaîné comme ça. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais ça, je l'ai su qu'après. Et ouais, vraiment, ouais, quand je dis un coup de foudre, c'est assez puissant ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après le premier atelier, c'était parti, quoi. Pour moi, c'était hors de question de faire autre chose, d'arrêter. C'était parti, il fallait que j'en mange, il fallait que j'en mange, il fallait. Voilà, comme on dit entre nous, je suis un crève l'impro, c'est-à-dire j'ai envie de jouer tout le temps, surtout. Voilà. Ça s'est passé un peu comme ça. Ok. Tu es encore au Minou? Oui, j'en suis le président depuis une bonne dizaine d'années. C'est une troupe qui est assez attachante. On y passe de bons moments, on y fait plein de choses. Et c'est important pour moi d'avoir toujours un ancrage dans cette troupe et de jouer avec eux, parce que c'est une petite bouffée d'oxygène. Il y en a qui font du foot, du tennis, du rugby. Moi, l'impro avec le minou, c'est un petit peu mon sport, si tu veux. Voilà, c'est mon activité loisir. Mhm. Ok. Et sans être indiscret, parce qu'on va deviner ton âge peut-être à force de calcul, mais Oui, du coup, tu as commencé à quel âge l'impro? j'ai commencé l'impro il y a 16 ans, donc j'avais 32 ans. Mhm. Plutôt sur le tard. Ok. Mais il y a pas d'âge, hein, il paraît. Non, non, il y a pas d'âge, mais justement, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont commencé, plutôt pendant les années étudiantes Mhm. et à 32 ans, j'imagine que tu étais plus étudiant. Trop, non. Non, si j'avais pu être étudiant toute ma vie, je l'aurais fait, hein. J'ai adoré mes années étudiants. Mais ça payait pas des masses étudiants comme métier, donc j'ai dû changer. Et non, j'ai pas découvert ça pendant les études du tout, parce que je t'ai dit, j'étais à fond dans le sport. Donc moi, c'était plutôt rugby universitaire. Et du coup, alors ça existait peut-être déjà sur Nancy quand j'étais étudiant, et encore, même pas sûr. Mais j'aurais adoré découvrir ça beaucoup plus jeune. Ouais. C'est ce que je dis à chaque fois que je donne des cours d'impro, notamment à des enfants. Ça, je dis, vous avez vraiment de la chance de commencer tôt, de commencer jeune. C'est une vraie bénédiction, profitez-en. Et j'aurais adoré commencer ça plus tôt. Ouais. Mmh. OK. Et à quel moment, du coup, est venue, s'inscrire cette, discipline dans ton univers professionnel? C'est arrivé progressivement, c'est-à-dire une demande pour un team building, enfin c'est assez classique en général, hein, voilà, pour je crois que ouais, pour des dirigeants, et puis une autre demande, et puis une autre demande, et puis commence à se dire, tiens, finalement, je m'amuse plus quand je fais ça que quand je fais mon vrai travail. Et progressivement, tout ça, ça a avancé vers une sorte d'entonnoir où plus ça allait et moins j'étais bien dans ce que je faisais. Et où il y a cette envie d'aller vers l'impro appliqué qui émergeait de plus en plus, jusqu'au jour où ça s'est imposé comme une évidence, quoi. C'est-à-dire que
j'étais plus bien dans mon métier, hein. J'étais manager dans la création de sites internet à Luxembourg, donc je gagnais très bien ma vie. C'était même plutôt confortable. Mais je me levais le matin avec la boule au ventre, enfin, toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, est-ce que. Tu vois, moi, la crise de la quarantaine, ça n'a pas été je plaque femme et enfant et je pars en cabriolet draguer des lunettes. Déjà parce que j'ai pas le physique, hein, ça aurait été un échec cuisant. Ça a plutôt été une remise en cause professionnelle où je me suis dit, est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est la vie que j'ai envie d'avoir? Et où il y a eu un switch qui s'est opéré et où je suis parti vraiment en me disant, bah, c'est pas déconnant, j'ai un- j'ai quand même un bon passé de manager, j'ai une formation de communication avec un bac plus 5, j'ai quelques années d'impro, je jouais dans l'équipe professionnelle de Luxembourg depuis plusieurs années aussi, et avec eux, on avait fait des interventions en entreprise, des choses comme ça. Donc tout ça, ça a mûri, et puis ben, j'ai profité d'un désaccord avec mon dernier directeur à Luxembourg pour me dire, tiens, là, c'est la bonne occasion de se lancer. Mmh. C'était quand ça? C'était il y a 6 ans maintenant. Ouais, ouais, 6 ans, ouais, bientôt 7. Mmh. OK. Et tu parlais, de comment ça c'est arrivé, notamment par une première demande pour un team building. Mhm. Cette demande, on l'avait faite directement à toi? On l'avait faite au Minou ou à une autre structure? Enfin, comment? Alors, ouais, cette demande, ça a été fait au Minou, Mmh. et c'était le club des jeunes dirigeants. Et c'était très sympa. Ils avaient loué un hôtel en Allemagne avec vue sur un lac, tu vois, la belle salle avec des grandes baies vitrées, des poutres et tout. Tu passes une bonne journée à faire des choses très sympas avec des personnes très sympas. Puis à la fin de la journée, tu t'es senti utile et tu te dis, mais ça va être pas mal comme boulot, ça, au final. Et donc, ça arrive, ouais, c'est vraiment arrivé. C'est cette demande-là, cette journée qui vraiment a changé pas mal de choses. Mmh. OK. Hem, Aujourd'hui, alors tu disais, ouais, le déclenchement, c'était il y a 6 ans. Est-ce que ça veut dire que tout ton je sais pas si on va dire tout ton univers ou tout ton métier, management, site internet a été mis de côté ou c'est encore présent quand même dans ta vie, professionnelle? Ouais, c'est encore présent. C'est présent d'abord par nécessité. C'est-à-dire qu'en commençant tardivement, avec déjà une maison à payer, 3 enfants à nourrir, ce genre de charges, et puis tout ça basé sur un salaire luxembourgeois à la base, tu peux pas tout d'un coup partir comme ça. C'est compliqué. Les banquiers veulent pas, ta femme non plus. Donc il y a eu l'idée en fait d'avoir un mix. Je suis un slasher, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai quand même une activité de UX designer, donc qui est quand même créatif. J'ai vraiment besoin de ça. Et là, je travaille dans une start-up à Metz, donc je suis à mi-temps, sur vraiment de la conception, de la conception de systèmes, d'interface. Je pensais l'année dernière, à la même époque, je pensais peut-être arrêter parce que ça tournait fort. D'ailleurs, on s'est croisés plusieurs fois, hein. Il y avait pas mal de spectacles, pas mal de formations, un emploi du temps qui devenait compliqué à gérer. Et donc, il y a à peu près un an, je me disais, bah, tiens, peut-être que là, ça va le faire. Et puis, bah, il y a un petit virus qui est passé par là, qui a rebattu les cartes, comme on dit. Mmh. Donc, je suis toujours à mi-temps dans cette société, mais ça se passe très bien. C'est une très chouette boîte avec de beaux projets. Les relations humaines sont bien. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Quoi que je fasse, j'ai besoin de me sentir bien et de m'amuser dans ce que je fais. Donc, c'est le cas, c'est cool. Donc c'est toujours présent et c'est pas finalement j'ai commencé à trouver un certain équilibre avec cette activité qui emmène une certaine sécurité financière, on va dire, et le reste du temps qui est pour l'impro appliqué, plus les formations. Je dirais, si je devais avoir un regret par rapport à la situation, c'est de ne pas avoir le temps de développer le côté purement artistique. Voilà, de vraiment, c'est une partie qui reste loisir avec le minou, très occasionnel comme ça, mais il n'y a pas de, j'ai pas le temps d'y mettre ouais, de la résidence, par exemple, travailler des spectacles et tout ça. Et ça c'est un petit regret pour l'instant, mais qui m'empêche pas d'avancer. Mmh. OK. Hem, Tu disais que ça avait commencé, par un team building. Mhm. Tu as rapidement parlé de formation,
spectacle. Du coup, aujourd'hui, ouais, dans la partie activité, avec impro ou impro appliquée, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais, avant ou pendant covid, hein? Parce que tu es quand même actif, hein, je vois des choses. Oui, oui, oui. Bah, juste, on a mis un masque, hein, mais on essaie de continuer les choses. Alors moi, ce que je propose essentiellement, donc, c'est des formations avec bah, différents publics. Donc, ça va être les entreprises, ça va être l'insertion professionnelle, ça va être l'université, ça va être les travailleurs handicapés. Au niveau des thématiques, j'ai pas spécialement de limite. Comme je t'ai dit, une formation communication, donc je base beaucoup de tout mon contenu en fait est basé sur la com et sur mon expérience de manager, qui est pas négligeable. Et au niveau des thèmes, ça va donc de la fameuse cohésion, de la prise de parole, gestion des conflits, gestion du stress, gestion des émotions. Et je me suis formé à l'intelligence émotionnelle récemment. Donc c'est un réel atout par rapport à la formation en impro, d'avoir cette petite corde à mon arc en plus. Donc management, qu'est-ce que j'ai comme thème encore? Formation des risques psychosociaux, la discrimination, la sécurité au travail. Donc tout ça, c'est des thèmes que j'ai déjà abordés et que je peux encore aborder. Voilà, au niveau, on va dire, impro appliqué, il y a cette partie-là, mais il y a également les cours. Je donne des cours, donc on va dire des ateliers d'impro pour, par exemple, les universitaires, les étudiants en IUT, pour la prise de parole, souvent, c'est des assistants managers qui font appel à moi. Donc là, c'est plutôt la posture du manager qu'on va travailler à travers l'improvisation, toutes ces choses-là. Voilà, grosso modo, comme prestation, il y a un petit peu tout ça. Après, il y a quand même une partie spectacle. D'ailleurs, on s'est croisé là-dessus. Les spectacles, ça va être des spectacles, on va dire, informatifs. Au lieu de leur balancer des PowerPoint, on va jouer des scènes et dire faites attention, mettez vos gants, vous allez vous couper les doigts. Ça va être des restitutions décalées, ça va être des impostures. Voilà. Mmh. OK, super. Alors je vais revenir sur certains des éléments Oui, et notamment une des choses qui m'intéresse, tu dis avoir été formé à l'intelligence émotionnelle. oui. Est-ce que tu peux nous dire, heu, déjà comment? C'est-à-dire ça veut dire quoi se former à l'intelligence émotionnelle? Est-ce que voilà, tu étais dans un organisme? Est-ce qu'il y a une formation reconnue à l'intelligence émotionnelle? Et puis après, peut-être nous dire en quoi, ça t'apporte, des choses parce qu'apparemment ça avait l'air d'être, très bénéfique. Oui. Donc j'ai rencontré une personne qui s'appelle Corinne Novak et qui a apporté une méthode, on va dire, qui vient d'Allemagne. Ça s'appelle la mimique résonance et ça vient de l'académie Eilert. C'est le fondateur, c'est Dick Eilert, donc un Allemand. Et c'est basé sur les micro-expressions, essentiellement, sur la reconnaissance des micro-expressions. C'est-à-dire que quand on a une émotion, on a des micro-expressions qui vont apparaître comme ça de manière incontrôlée, qui sont très rapides, hein, c'est quelques centièmes de seconde. Et en fait, apprendre à les détecter, ça te permet de reconnaître l'émotion qui est derrière et de pouvoir entrer en résonance avec la personne. C'est-à-dire, si tu détectes de la peur, bah, tu vas pouvoir t'adapter par rapport à ça, adapter ton comportement pour essayer de lever cette peur. Si tu détectes de la colère, tu vas essayer de comprendre également pour désamorcer. Donc, par rapport aux formations que je donne, moi, et sur l'utilisation de l'impro, on travaille beaucoup sur l'écoute, mais ça, je vais l'apprendre à personne. C'est vraiment des outils en plus qui te permettent d'aller encore plus loin dans cette écoute active que tu peux avoir avec l'autre et qui permettent de travailler beaucoup de thématiques. Et par exemple, j'ai pu m'en servir. Là, j'avais une fameuse formation dont on a pu parler dans un ESAT sur la gestion des conflits, des émotions et du stress avec des travailleurs handicapés. Et vraiment, j'ai pu mettre ça en application, c'est-à-dire travailler mes ateliers d'impro comme j'avais prévu de le faire sur ces 2 journées, mais j'ai pu réagir de manière vraiment adéquate en fonction des émotions
que je voyais sur les visages, enfin les demi-visages des personnes que j'avais en face de moi. Donc il y a un réel plus, ça crée vraiment des ponts avec les personnes avec qui on interagit. OK, ça marche et cette formation, enfin, Corinne, c'est une Corinne Novak qui t'a Oui, formé? Elle a un organisme de formation oui, dédié oui. à ça, à la méthode, ouais. Ouais, ça s'appelle donc la Eilert Academy. Ils sont à Forbach, mais Corinne forme dans toute la France et en Europe et même plus loin. Je crois qu'elle a été donnée formation en Algérie. Et vraiment, je recommande, c'est vraiment une approche très forte, très puissante, ça va très loin. Et donc, ben, cette certification maintenant me permet d'allier vraiment enfin, l'improvisation avec l'intelligence émotionnelle. Et c'est vraiment, l'association des deux est vraiment puissante. Mmh. Ouais, ça marche. Merci. Alors forcément, tu me dis tout ça, moi ça fait, résonance sur, mes autres formations Oui. et bah, en parlant d'intelligence émotionnelle, je ne sais pas dans quelle mesure vous parlez aussi de Daniel Goleman, hem, qui est une personne qui a fait connaître aussi l'intelligence émotionnelle. Je crois que c'est pas lui qui est l'auteur de toutes les recherches, mais c'est celui qui, quelque part, est identifié comme monsieur intelligence émotionnelle, alors que c'est pas foncièrement lui qui a fait les recherches. Alors je sais pas, Ah, est-ce qu'il y a il ouais. y a aussi une approche vis-à-vis de ce que lui, il a montré? Alors, on évoque plus souvent Paul Ekman dans le cursus que j'ai suivi. Il faut savoir que Dick Eilert, il a analysé plus de 1200 études. Donc, j'imagine que M. Goldman était dedans. Et c'est vraiment basé sur ses recherches. Je veux dire, il n'a pas sorti ça du chapeau. Il y a une réelle recherche scientifique derrière. Et en fait, on se rend compte, ce qu'on appelle la mimique, ces expressions du visage, c'est qu'un des systèmes, mais qui ne peut pas être pris tout seul pour détecter une émotion. Il y a tout le paraverbal qui va venir à côté. Ceci dit, tu as dans ces expressions des signaux qui sont fiables pour reconnaître la peur, pour reconnaître la tristesse. Donc ouais, je crois que enfin, si de toute façon si j'ai dit une bêtise, je pense que Corinne m'appellera pour me mettre une rafale dans la foulée. Mais je crois que c'est plus de 1200 études qui ont vraiment été analysées pour mettre tout ça au point. Donc c'est quelque chose de plutôt pointu. Et je suis encore, donc j'ai terminé la formation, mais je suis toujours, on voit pas là, il est derrière le petit synthé, mais il y a un énorme classeur dans lequel je retourne régulièrement. Voilà, c'est quand même costaud. Et c'était 2 mois de formation là qui étaient plutôt intenses. Mmh. OK. J'aimerais bien voir justement une personne, formé ou formateur dans ce domaine-là, Mhm. parler avec quelqu'un qui maîtrise plus que moi, la synergologie, puisque dans la synergologie, on Ouais. est clairement là-dedans, mais au-delà hem, tu vois, toutes les micro-expressions, Mhm. en synergologie, on va appeler ça des chimères, Ouais. des événements fugaces et tout est évidemment basé sur les travaux de Paul Ekman, Mhm. qui Alors, il y a quand même des divergences entre la mimique résonance et la synergologie. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles la mimique résonance n'est pas forcément d'accord avec la synergologie. Mais alors, si tu veux parler de ça, je pense que Corinne sera plus à même de te répondre que moi, parce que je suis encore un bébé. Mais elle maîtrise vraiment bien le sujet. Ou alors, si tu parles allemand, ou anglais, on discute avec Dick Heiler directement. En Allemagne. Voilà. Ouais, j'en suis pas encore là, mais ça m'intéressera, forcément Oui, de oui, bah, c'est passionnant. en tout cas, aujourd'hui, toi, tu as le sentiment que ça t'apporte un élément complémentaire dans justement l'écoute, de l'autre, et notamment de la compréhension peut-être de ses ressentis dans l'instant? Oui, oui, complètement. En fait, on va plus loin que sur, on va dire, l'écoute de base qu'on peut avoir. Et parce que la personne peut dire oui, avoir une attitude qui dit oui, mais avoir une tête qui dit non. Et c'est des choses qu'on détecte pas forcément si on travaille pas ça, en fait, parce que ça se travaille, hein, tout simplement. Mmh mh. Mais c'est passionnant, hein, c'est passionnant. Parfois, un simple mouvement de sourcil au-dessus d'un masque te font comprendre beaucoup de choses.
Mmh. en fonction du contexte, bien entendu. Hem, du coup, tu parlais de tes différentes, interventions. Mmh. Tu as parlé de cohésion. J'imagine que tu fais souvent, enfin, tu fais référence surtout au team building, mais Mmh. peut-être pas que. Tu parlais gestion de conflits, stress, risques psychosociaux, sécurité. Comment Heu comment tu fais pour intervenir sur différents sujets? Est-ce que justement c'est, ton expérience en entreprise qui aujourd'hui, bah, te permet de faire ça? Est-ce que, bah, à côté, tu vois, tu parles d'une formation, méthode alerte. Est-ce que c'est peut-être dans tes habitudes justement de te former à d'autres choses? Comment, voilà, on en vient finalement à proposer, bah, un panel heu, assez riche d'interventions? Alors il y a différentes choses. Il y a un mix effectivement d'expériences personnelles, de longues années de manager, alors j'ai beaucoup appris de mes managers à moi. C'était très intéressant. J'ai ensuite beaucoup appris en tant que manager et en fait, l'impro est arrivé, pendant ma carrière de manager, si tu veux, et il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant l'impro, je manageais un petit peu comme un capitaine de rugby, c'est-à-dire, devant: «Allez les gars, on y va, on est exemplaires, tu vois, tout le monde suit, on s'accroche et on avance». Et le fait d'avoir commencé l'impro, bah, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te retournes, tu regardes les gens et puis tu commences à les écouter. Et ça a vraiment changé, ça a vraiment changé ma manière de manager, et ça a changé beaucoup de choses dans la vie de l'équipe en général, avec qui je travaillais. Et je pense que c'était plutôt efficace parce que, bah, quand j'ai quitté le Luxembourg, sur un licenciement économique, qui était le bienvenu, on va pas se mentir, parce que j'en pouvais plus. Dans la semaine qui a suivi, mon licenciement, enfin plusieurs membres de l'équipe, ont démissionné. Donc tu te dis, que finalement, c'est que tu étais pas un si mauvais manager que ça. Donc il y a cette partie effectivement d'expérience personnelle qui nourrit tout ça. Après il y a la curiosité, il y a le fait effectivement de se former, de s'auto-former, de rencontrer des gens, de discuter avec eux. Je reprends cet exemple de l'ESAT, je n'étais jamais intervenu en ESAT. Qu'est-ce que j'ai eu quand j'ai eu cette proposition? Bah, comme tout le monde, je dis: «Oui, je peux faire, je sais faire». Et puis, parce qu'il y a une partie que je savais faire, et puis après tu te rends compte qu'il y a peut-être des choses que tu maîtrises pas, et bah, on va aller discuter avec des personnes qui l'ont fait. Donc ça, c'est toujours aussi intéressant d'échanger. Et puis après, bah, faut être aussi à l'écoute du marché, on va dire. C'est-à-dire qu'on a des demandes, des clients, et c'est: est-ce que je me sens capable de le faire ou pas? Et là, moi, j'en appelle aux questions que je me suis posées en fait quand j'ai voulu me lancer en tant que formateur, en impro. Je me suis demandé, bah, quel était mon vécu en tant que comédien d'impro, et par rapport à ça, qu'est-ce que j'avais à transmettre? Et quel que soit le thème qu'on va me demander d'aborder, c'est toujours la question que je vais me poser: est-ce que je suis légitime pour intervenir sur ce thème-là, dans ce contexte-là? Est-ce que j'ai un vécu qui me permet, de l'aborder? Est-ce que j'ai les connaissances qui me permettent de l'aborder? Et est-ce que, bah, mon intervention va être pertinente? Donc on en revient vraiment sur un cadre de légitimité, sur les thèmes. Mmh. OK. Ça va? Tu as l'air dubitatif. Non, 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 bah, je non, non, Oui? OK. c'est ouais, ouais, très bien, très bien. Non, il y a une phrase, que tu as dite et qui m'intéresse, et tu vas me donner ton avis. Je sais pas dans quelle mesure ça s'applique pour nous. Il y a, une fois, Fabien était, en prestation spectacle, en spectacle d'impro. J'étais pas là, mais il nous avait raconté que, c'était, dans un village, d'Alsace qui est, une connotation très médiévale, mais pas pour le spectacle qu'il a fait. Mais par contre, une personne de la mairie, je crois, enfin bon, la personne qui a pris le spectacle, a demandé si on faisait des spectacles médiévaux. Et lui, il a tout de suite dit: «Oui, oui, bien sûr, mais on n'a aucun spectacle médiéval». Et du coup, je me suis dit: «Ah OK, c'est rigolo comme approche», tu vois? Il dit oui Oui, tout de oui. suite et puis, bah, après on se démerdera. Et puis, ça faisait écho chez moi où j'avais vu une citation ou peut-être un reportage sur, Richard Branson, le patron de Virgin, au Royaume-Uni, et qui disait, globalement, «Dites toujours oui et après démerdez-vous». Mais
dites toujours oui, prenez le contrat et démerdez-vous. Est-ce que ça s'applique pour nous? Je pense que ça doit s'appliquer, ouais. En tout cas, ça s'applique, plutôt au début et plus tu vas faire de thèmes et moins ça va s'appliquer. Mais oui, voilà, enfin, l'exemple de l'ESAT et d'intervenir auprès de travailleurs handicapés, je m'en sentais capable, je me sentais légitime par rapport à l'impro. Pour autant, j'avais jamais fait. J'avais des idées, donc, et je pense que toutes les personnes qui sont lancées dans dans ce genre d'intervention, elles ont dû se poser les mêmes questions que moi. Et je pense on y est pas mal confronté, ouais, quelle que soit la thématique. C'est-à-dire que moi, souvent, quand on me demande, par exemple, quand on m'a demandé d'intervenir pour la journée de la sécurité, la journée mondiale de la sécurité pour ArcelorMittal, on m'a dit qu'il faut faire un spectacle sur la sécurité au travail dans le domaine de la sidérurgie. Ouais, allez, bien sûr. Hein, j'ai longtemps vécu à Pont-à-Mousson, où il y a une grosse fonderie, il n'y a pas de raison. Hein, je vais m'en sortir. Donc oui, je pense que ça s'applique pas mal à nous. Après, je pense aussi on a quand même un sérieux dans la préparation, et c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est-à-dire que dans un spectacle d'impro, il faut du cadre, sinon ça va pas marcher. Et dans l'impro appliqué, c'est la même chose, il faut du cadre, sinon ça va pas fonctionner. Et ce cadre, c'est toute la préparation qu'en tant que professionnel, on va faire. C'est-à-dire qu'on va se renseigner, quelles sont les thématiques à aborder, quels sont les ponts qu'on peut faire avec l'impro, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, si on a besoin d'une progression, comment est-ce qu'on va l'amener. Et toutes ces questions, on se les pose en fonction du thème et en fonction de notre bagage. Chacun, je pense, va capitaliser sur ses compétences propres et va pouvoir proposer quelque chose de pertinent. Mmh. OK, merci. Tes interventions, tu les fais en quel nom? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'à chaque fois on vient voir Jérôme Grandfond? Est-ce que tu as une entité? Comment ça se passe? Ouais, alors pour les formations, j'ai une entité qui s'appelle Inviso et ça veut dire aller voir plus loin en latin, je crois, si je me souviens bien. Et donc, mais on vient me voir moi quand même au final, parce que c'est beaucoup de bouche à oreille qui passe et c'est plus le nom de la personne qui va revenir que le nom de l'entité. Surtout que moi, j'ai pas d'entreprise, hein, je travaille avec une SKIC, la Smart, pour ceux qui connaissent. Et donc, je suis pas un micro-entrepreneur, j'ai pas de créé de société. Je suis sur le partage salarial et ça me convient bien comme système, c'est plutôt flexible. Mmh. Voilà. Et pour ce qui était spectacle, en fait, on a créé une petite compagnie sur Metz qui s'appelle la compagnie La Bonne Idée. Et donc, c'est via cette entité qu'on fait nos spectacles en entreprise, nos interventions dans tout ce qui est pratique artistique et culturelle. Alors ça va du périscolaire aux lycéens, en passant par les ados hors école. Mmh. OK. Alors la smart, on en a un peu parlé, ces Ouais, derniers temps avec, le fait que le Pôle emploi ne considérait plus les contrats. ouais. Enfin voilà. Ça marche quand même pour toi encore? Ça c'est enfin je veux dire, c'est que pour les intermittents que c'est problématique Non, ou? non, ouais. Alors, en fait, ce qui ne marche plus avec la Smart, c'est les cachets. Hein, donc, on ne peut plus du tout faire. Donc, moi, j'utilise toujours pour les formations. Et puis, pour les spectacles, depuis un an, c'est quand même plutôt calme. Donc, le problème s'est pas encore posé. Mais oui, il va falloir trouver une autre solution quand les spectacles vont reprendre, puisque non, on ne peut plus passer du tout par la Smart. Et c'est bien regrettable. C'est bien regrettable que Pôle emploi ait voulu nous aider. Oui. Hein, parce on l'a on l'a tous pris un peu dans la tronche qui l'utilisions. Et voilà. Tu parlais du coup de bouche à oreille. Ouais. C'est, aujourd'hui la première manière pour toi d'avoir des nouveaux contrats? Essentiellement, oui. C'est-à-dire qu'il a fallu faire un peu de networking, comme on dit, hein, aller serrer des mains, distribuer des cartes de visite. Et c'est le genre de choses. Enfin, il n'y a pas grand monde qui aime ça. Mais j'ai fini par m'y mettre et finalement, j'ai trouvé enfin, en tout cas, un réseau d'entreprise dans lequel je me sens bien, où les gens sont super sympas et où ça passe bien. Et effectivement, c'est essentiellement par ce canal-là que le bouche à oreille se propage. C'est et on peut savoir c'est quel canal? Enfin, c'est ouais. Oui, oui, c'est le club entreprise Rive de Moselle.
donc qui est un territoire entre Metz et Thionville, grosso modo, un petit peu au nord de Metz, et qui est un club entreprise super dynamique. J'y suis depuis 3 ans maintenant. Et vraiment, je ne regrette pas, c'est très sympa et ça rapporte, ça m'a rapporté quelques plans intéressants. Ça t'engage à quoi d'être dans ce club? Rien, tu payes ton adhésion et tu n'as aucun autre engagement. Ils organisent des événements sympas. Ils appellent des speed meetings, c'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens et alors tu passes de table en table, tu as 3 minutes pour présenter ton activité. Si ça match, tu échanges les cartes de visite. Et ça marche bien. Après, ils organisent aussi des conférences, ils ont fait un TEDx. Enfin, c'est un club qui est plutôt vivant et qui accompagne bien les entrepreneurs pendant la fameuse crise Covid, hein. Mhm. Voilà, moi, de par ma situation, j'ai droit à aucune aide, hein, comme je suis à moitié salarié et que j'ai pas d'entreprise de l'autre côté. C'est voilà, je vis un petit peu avec la moitié de mes revenus depuis un an. Donc, c'est tendax. Mais donc ce club est plutôt dynamique et très humain, quoi, très sympa. Tu vois. C'est pas superficiel, quoi. Les gens que tu croises, ils te reconnaissent dans la rue après. Mhm. Ouais, parce que pour préciser, là, enfin, avec la Smart, à chaque fois, du coup, tu es rémunéré en salaire au coup par coup à chaque fois que tu as une action. Ouais, c'est ça, ce qu'on appelle les CDD d'usage. Mhm. D'où le fait que tu pas d'aide entreprise parce que tu pas une entité. Exactement. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut savoir combien ça te coûte je parle forfait annuel de ce club? Je vais te dire une bêtise, mais je l'ai plus en tête. Je crois que c'est pas excessif, hein. Ça doit être 180 € par an. Donc, tu vois, par rapport à un BNI, c'est quand même. Voilà, je les ai cités, aïe aïe aïe. Ceci dit, c'est pas le prix qui m'a gêné, mon BNI, parce que je suis allé voir un petit peu et je suis persuadé que ça fonctionne, mais c'est le côté d'être là toutes les semaines, tu vois. Et nous, avec nos emplois du temps façon Tetris mouvant, tu vois, c'est compliqué de se trouver un remplaçant toutes les semaines au final. Mhm. Donc, voilà, c'est plus la dynamique à moi qui ne me convenait pas que le prix. Mais au final, c'est très bien que ce club soit quand même moins cher. On va pas se mentir. Donc du coup, enfin, je demandais le prix pour avoir une idée de Oui, oui. Bah, alors après, ça dépend de. Ouais. Parce que dans ce club, il y a moi, mais il y a aussi Veolia, tu vois. Et je pense que Veolia, ils ne payent pas la même chose que moi parce que c'est en fonction du nombre d'employés. Voilà. Mmh. Donc c'est plutôt bien fait. Mmh. OK. Hem, Tu fais d'autres démarches de type prospection ou ça reste, quand même le networking qui fait que Ouais, je fais plus. J'en ai fait au début, mais très peu de résultats sur la prospection. Et parce que c'est pas mon métier. Voilà, je suis pas commercial, donc je ne dois pas être très bon en prospection. Non, je fais plutôt du compte rendu sur réseaux sociaux maintenant. Je trouve que ça marche pas mal aussi. C'est-à-dire que quand j'ai fait une action, bah, je vais en parler sur Facebook, sur LinkedIn, essentiellement. Et voilà, ça apporte une certaine visibilité et ça peut donner des idées à d'autres personnes. Mais de la prospection en tant que telle, non, j'en fais plus. Je dois dire, je suis plutôt sur des opportunités de rencontres. Voilà. mmh. OK. Donc tu mets sur les réseaux sociaux tes différentes actions. Oui. Tu arrives à mesurer que ça a de parce que ça prend du temps un peu, hein, de un peu communiquer. Tu as le sentiment en tout cas que ça a des retombées, que ça permet de ouais, d'avoir des propositions? Des propositions qui viendraient de LinkedIn, par exemple, pas encore, mais ça fait pas assez longtemps que j'en ai fait, et puis le volume a quand même bien diminué cette dernière année. Mais je sais qu'en moyenne, entre la première rencontre où on va discuter du projet et où ça va se faire, c'est pas rare qu'il y ait 2 ans. Voilà, c'est un peu le temps, je trouve, le temps de gestation, entre trouver la personne qui va être d'accord sur tenter l'impro appliqué et le moment où vraiment ça va se mettre en place. Ouais, en général, ça va entre 1 année et 2 années. Et c'est avec les cabinets avec qui je travaille, parce que je travaille essentiellement avec des cabinets de formation. Je sais que quand un projet est emmené sur la table, souvent c'est 6 à 8 mois après qu'il a vu. Mmh. Voilà. OK. Dans justement tes dernières communications, Ouais. LinkedIn ou Facebook, je sais pas, j'ai vu, donc je suis touché par les voilà, je suis une des cibles. Hem
Tu avais fait une prestation de plusieurs jours, sous je sais pas comment dire, l'étiquette, d'un organisme de formation, Oui. Mmh. un plutôt grand organisme, si je me souviens bien de mes comment dire? En fait, j'étais responsable formation dans un organisme, enfin dans une entreprise de 1000 collaborateurs et du coup, D'accord. j'avais derrière moi tous les fascicules des organismes de formation et Mmh. l'organisme que tu avais, il me semble, avait un gros, paquet de formations, si je Ouais, me ouais. souviens bien. Mmh. Ouais, comment ça s'est fait, par exemple, ça, ce partenariat avec, cet organisme? Alors si tu je pense que tu parles de CP Formation, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord, donc c'est effectivement un cabinet de formation à Metz et beh, écoute, il se trouve que quand je me suis lancé, c'est le premier cabinet qui m'a fait confiance. Voilà, j'ai rencontré, une chargée du développement, chez eux qui était vraiment intéressée par l'approche improvisation. Je trouvais ça, assez frais, tu vois? Qui cherchaient, voilà, qui sont toujours ils sont vraiment toujours en train de chercher de nouveaux vecteurs. Ce cabinet, c'est ça qui est chouette. Ils s'endorment pas sur leur laurier. Par exemple, ils sont passés à les formations visio, mais avant que le Covid arrive. C'est-à-dire, ils avaient déjà investi ça, cette approche par la vidéo. Donc, c'est vraiment un cabinet qui se bouge, très sympa, très humain. Et ouais, ça a été les premiers à me faire confiance. Donc, j'étais très touché déjà. Et sur des clients importants pour eux, vraiment stratégiques, c'est-à-dire il y a une réelle prise de risque. Ça leur a permis aussi de toucher des clients après lesquels ils couraient depuis un certain temps, comme par exemple le casino d'Amnéville, où on a intervenu sur la gestion des incivilités des clients. Donc c'était un gros projet, plutôt intéressant à faire d'ailleurs. On était en observation, je me rendais pas compte du niveau de stress que doit encaisser un croupier pendant une soirée. C'est assez phénoménal. Et donc, ouais, cette rencontre s'est faite tout au début, il y a 5 ou 6 ans. Et voilà, un premier projet qui se passe bien, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite, avec des plans très sympas. Je me souviens de 2 jours de formation au Club Med à Vitel avec eux pour gérer des experts comptables sur la relation client. Donc, ouais, c'est une vraie relation qui s'est installée dans le temps et qui continue. Là, on a de nouveaux projets qui sont en cours là. Et avec eux, on est intervenu par exemple pour un client dans le fret ferroviaire. On a fait un petit tour de France. C'est-à-dire que la première formation s'est passée à Rouen, c'est très bien passé. Du coup, ça a beaucoup plu et ça a été déployé au national. Donc, on a pu aller à Avignon, à Dax, à Lyon, à Paris, à Forbach. Ça fait moins rêver, mais on y était quand même. Ceci dit, on était dans un chouette château. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça à Forbach. Vraiment un lieu top. Et voilà, donc des beaux projets avec ce cabinet. Je vous le recommande, CP Formation, effectivement. Ils sont vraiment top. Mmh. OK. C'est, intéressant et chouette parce que ça veut dire que ça c'est une, je sais pas comment dire, partenariat, une alliance, enfin, qui dure depuis longtemps, si c'est eux qui ont Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est un partenariat qui dure depuis longtemps. Et la personne que j'avais rencontrée a quitté le cabinet pour rejoindre d'autres aventures. Et le cabinet continue à faire appel à moi. Et elle fait également appel à moi sur d'autres actions. Donc voilà, c'est plutôt sympa. et pour des raisons, enfin, une question pratique, eux, par exemple, comment ils font pour te rémunérer? Tu repasses encore par la Smart ou comment ça se passe? Ouais, en général, je passe par la Smart. C'est-à-dire on fait un contrat sur l'intervention. Et de ce contrat-là, bah, je dégage mon salaire ou le salaire d'une personne qui viendra avec moi. Parce que, en fait, on a mis en place des formations, on est deux, pour pouvoir briser la glace, faire des mises en situation rapidement, puis après faire intervenir les participants, et avec toujours une personne qui va jouer la situation et une qui va être le regard extérieur et qui va apporter un débrief un peu différent du comédien qui est en train de jouer la situation. Donc c'est plutôt riche comme approche. Et ça fonctionne super bien. Et très rapidement, on se rend compte que finalement, une fois qu'on a lancé cette mécanique de jouer à nous, de jouer de nous tous les deux, d'en faire jouer un, parfois même on peut sortir tous les deux et laisser les intervenants jouer entre eux. Et ils se prêtent bien au jeu et ça fonctionne bien. Mmh. Comment est venue l'idée d'avoir, 2 personnes sur cette formation, par exemple? C'est venu de formation où j'intervenais, mais pas en tant que formateur, mais en tant que comédien. Mmh. Et où tout était basé sur des mises en situation. Et où on me demandait
le fait d'être comédien en impro, c'était la demande, hein, vraiment, puisqu'on nous demandait de jouer tel type de client avec tel trait de caractère et telle émotion dans telle situation. Et là, boum, il fallait le faire. Et donc, comme on enchaînait beaucoup de situations, bah, il fallait être capable de switcher du vieux papy qui sait plus où il est dans le magasin au gars complètement énervé parce que ce qu'il a acheté marche pas. Et avec toujours un formateur, mais pur formateur, pas du tout comédien. Et je me suis dit que bah, transposer un petit peu ce modèle avec deux comédiens d'impro, avec des profils formateurs, ça pouvait être encore plus riche. Et effectivement, ça, c'est hyper riche. OK. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi, le fait de passer par, la Smart et puis de ne pas prendre une autre option comme, plusieurs, se sont mis en auto-entreprise, Ouais. ou ont créé leur structure ou enfin voilà? Alors moi, j'ai découvert la Smart grâce à notre ami Yann Berrier et les Crash Text. Parce que voilà, c'est avec lui que j'ai commencé à travailler via la Smart. Parce que comme Yann est intermittent et qu'il faut que quand on fait un spectacle, tout le monde ait le même statut, il fallait qu'on travaille avec des cachets. Donc c'était le seul moyen d'avoir des cachets, c'est de passer par la Smart. Et je me suis dit que c'était quand même plutôt pratique. Et au moment vraiment de me lancer, bah, je suis pas un as dans l'administratif. Voilà, j'aime pas ça du tout même. Donc j'y ai vu quand même un bon relais parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais en couveuse entreprise. Et en couveuse entreprise, on est quand même super bien accompagné. Ils vérifient tout quand ça va pas. Et donc, je me suis dit, bah, quand ils vont plus m'accompagner, tout ce qui allait pas, comment je vais faire? Parce que j'avais souvent des rappels au niveau compta, ça allait pas, des machins comme ça. Donc, je me suis dit, si je veux pas me faire friter par l'URSSAF régulièrement, il va falloir trouver une solution. Et, et la Smart, en fait, la coopérative, ça m'a parlé. Puis même d'un point de vue, on va dire, éthique et philosophique, je trouve l'approche plutôt sympa. Mmh. Et puis, ça garde quelques avantages, c'est-à-dire que tu gardes ta couverture sociale, chaque fois que tu travailles, tu cotises quand même pour ta retraite, des choses que tu n'as pas quand tu es, en auto-entreprise. Et puis, même si quand tu vois ce que tu as facturé et ce que tu te dégages en salaire à la fin, ça t'en perds la moitié, on va pas se mentir. Hein. C'est comme, mais je pense qu'en auto-entreprise, une fois que tu as tout enlevé, bah, grosso modo, tu gagnes pas beaucoup plus. Donc c'était vraiment le côté sécurité. Et puis, alors, parce que je fais pas que ça aussi, des fois j'interviens en tant qu'illustrateur, parce que je dessine, j'ai toujours dessiné, je suis infographiste à la base. Et donc selon ce que je faisais, si je dessinais, si j'étais comédien, si j'étais formateur, c'était jamais le même régime, jamais les mêmes déclarations et tout. Je dis ça, c'est pas les mêmes caisses, je vais pas m'en sortir, je vais y passer des plombes et ça va mal finir. Alors la Smart avait l'avantage d'apporter ce cadre. Et quand il te valide un contrat, c'est que tu es dans les clous, c'est que c'est bon. Et tranquille. Donc il y avait plutôt ce côté tranquillité d'esprit Mmh mh. et Ouais. accompagnement. Voilà. Mmh. Donc si vous cherchez un gestionnaire, ne m'appelez pas. C'est pas la peine. OK. Hem, est-ce que tu as des projets, à venir ou les choses, elles viennent plutôt, comme elles viennent? Alors, les choses viennent comme elles viennent par rapport à l'improvisation appliquée, c'est-à-dire que bah, le but, c'est de continuer à communiquer sur ce que je fais, essayer de continuer à bosser régulièrement. Il y a quand même, je pense, par rapport à l'intelligence émotionnelle, bah, je pense que je vais quand même, on va dire, packager un peu le truc entre impro et intelligence émotionnelle, et puis proposer peut-être des formations en direct, sans passer par des organismes de formation. Donc ça, c'est un projet qui est en gestation, sur lequel il va falloir travailler sérieusement et qui prend du temps. Mais je pense commencer ça d'ici peu. Sinon, enfin, pas de démarchage en tant que tel. Il y a un projet qui se monte avec une personne qui est spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs sur tout le volet, donc mettre en place ses business plans, l'approche marketing, tout ça. Et avec cette personne, on est en train de monter un programme d'accompagnement justement des entrepreneurs, quel que soit leur niveau, qui soient en train de se lancer, qui se soient lancés, qui sont en difficulté, que ça marche et qui veulent que ça aille plus fort, où justement on va mixer toutes ces compétences marketing et commerciales, mes compétences managériales, d'improvisation et d'intelligence émotionnelle pour proposer un outil qui va accompagner
les entrepreneurs. Et ça, je pense que ça va prendre pas mal de temps aussi. Ouais. OK. J'ai une question qui me vient. J'aurais pu la poser plus tôt, mais là, elle me vient. Et fais comme tu veux. Hem, sans faire de calcul, mais en ayant une estimation à peu près, Mhm. quand tu as commencé finalement à utiliser l'impro appliqué, heu, Ouais. tu devais avoir, 40 ans passés peut-être même? Ouais, Ouais, 42, je dirais. 42. Ouais. Hem, est-ce que tu estimes que, justement, c'était un bon âge, je sais pas si on peut dire ça, je sais pas si on peut qu'est-ce qu'un bon âge? Est-ce que c'était un bon âge pour justement, commencer parce que, bah, derrière il y avait des choses? Ou est-ce que finalement si tu avais fait ça à 22 ans, ça aurait peut-être pas changé grand chose? Je sais pas, est-ce que ça fait quelque chose? Ce qui peut changer entre le fait de l'avoir fait à 40 ans passés ou l'avoir fait à 20 ans, c'est l'expérience. C'est-à-dire que j'aurais pas pu capitaliser sur une expérience professionnelle probante. Et ça a quand même un poids quand je vais finaliser chez le client. Le fait d'avoir été manager longtemps, ça quand même, pas dans le domaine du management, j'entends, mais d'avoir une expérience professionnelle en entreprise, ça évite qu'on te colle l'étiquette saltimbanque. Tu vois, genre, oui, t'es gentil, mais t'es comédien, qu'est-ce que tu connais à l'entreprise? Ce qui est bête hein, de réagir comme ça, mais on en rencontre. Donc, je pense qu'il y a ce côté expérience qui permet de capitaliser un petit peu. Après, ça aurait pas été un frein de se lancer tôt. Je pense que si j'avais découvert l'impro plus jeune, j'aurais fait que ça. J'aurais vraiment fait que ça. Ce qui était plus simple, c'est avec mes parents aussi. Quand à 42 ans, je leur ai dit j'arrête de bosser au Luc, je vais faire comédien, c'est passé. Je pense qu'à 20 ans, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été même très compliqué. Mmh. Donc, non, je pense pas qu'il y ait de bon âge pour se lancer. Je pense qu'il y a un contexte et puis il y a une réelle envie. C'est-à-dire que moi, comme je te disais, je me suis demandé si le boulot que je faisais, est-ce que je m'épanouissais toujours? Est-ce que ça me convenait? Est-ce que ça me plaisait en fait comme vie? Parce que cette vie-là, où je partais à 6h30 du matin, où je me prenais 3 heures d'embouteillage par jour et où je tapais des journées de 10 heures, est-ce que ça me rendait heureux? La réponse, ben, elle était vite répondue, hein, comme dit l'autre. Non, c'était plus trop ça. Et puis il y avait vraiment l'envie de faire autre chose. Donc, je pense pas que c'est un problème d'âge, je pense que c'est un problème de moment et de contexte. C'est-à-dire que si vous vous levez tous les matins avec la boule au ventre, que ça va plus, bah faut changer, tout simplement. Mmh. Voilà. OK, ça marche. Moi j'ai dit 22 ans, mais j'aurais pu aussi dire, d'attendre encore et ça se trouve, à 52 et ou 62 se lancer, enfin, parce qu'on se dit: «On est prêt». C'est ça. Pourquoi pas? Mais, c'est vrai ce que tu dis là sur une certaine légitimité, je sais pas, aux yeux des entreprises, ça enfin, ça me surprend pas, je dis c'est vrai, je sais pas, mais en tout cas, oui, il y a des trucs comme ça et je me souviens que quand moi je travaillais avec les enfants, avec troubles autistiques, il y avait une partie de mon activité de psychologue qui était de faire du c'est pas le bon terme, on va dire coaching parental aujourd'hui, d'accord? Mmh. Mais, il y a un autre terme et de la guidance. On parlait plus de guidance parentale que du coaching. Mais, voilà, c'était quand même un peu un consultant super nanny un peu. Parce qu'il y avait pas que les enfants avec troubles autistiques, il y avait des enfants qui avaient des troubles du comportement et mine de rien, une des premières questions qu'on me demandait quand les personnes venaient pour la première fois avec leur enfant, voilà, qui posait problème, façon de dire, hem, l'une des questions c'était: «Est-ce que vous avez des enfants?» et j'avais pas encore d'enfants. Ouais. J'ai dit: «Dis donc, ça doit être vraiment rassurant». Alors maintenant que j'ai des enfants, je crois que je comprends un peu. Oui, oui, mais cette légitimité, elle se pose, c'est marrant parce que le mot légitimité, en fait, on a du mal à le dire et je me souviens quand j'ai fait la formation, un pro forma avec Papy et JB, Papy était infoutu de dire, légitimité et on en a bien rigolé pendant toute la formation. Donc c'était, voilà, donc petit hommage à Papy, tu vu, moi aussi je galère pour dire, légitimité. Mais on la retrouve à différents stades dans l'entreprise. Effectivement, on va nous demander notre expérience professionnelle. Quand c'est pour un spectacle, on nous demande aussi ce qu'on a fait d'un point de vue artistique. Et tu en avais parlé, je crois, une fois dans une de tes vidéos sur le fait d'avoir été champion du monde d'impro. Mmh.
hein, ce qui pose le respect. Ben, moi, le fait de jouer depuis plus de 10 ans dans l'équipe pro du Luxembourg, c'est quelque chose qui emmène aussi de la légitimité quand tu vas parler spectacle avec des professionnels. Donc, selon, en fait, tu vas appuyer sur un point de compétence ou un autre en fonction du contexte, ouais, Mmh. pour être légitime. Mmh. Bah, justement, ouais, je mets vraiment ça pour les entreprises parce qu'entre nous, improvisateurs, on sait tous ce que valent les mondiaux. Ah, mais d'abord, quel mondial? Tu es Quel champion mondial? de Ouais, quel déjà, mondial? quel mondial? Si tu dis ça à un professionnel, il va dire: «Comment ça, quel mondial? Il y a plusieurs C'est ça. mondiales». Je dis: «Ah, si vous saviez». Mais bon, Oui. oui et mine de rien, bah, j'ai eu des contrats des fois comme ça juste parce qu'ils ont vu ça et je me dis: «Bon, bah, je vais le laisser», même si au fond de moi, enfin, je veux dire, c'est que pour les entreprises que je le valorise. En dehors de ça, dans le monde de l'impro, je Moi, je peux pas en parler. Je suis vice-champion du Mondialito à Mons. Donc, oui. voilà, on a perdu en finale. Donc, on peut, bon, vice-champion, ça fait moins que champion, quoi. Hem, comme, voilà, tu l'as évoqué, on est déjà intervenus ensemble. Oui, Quand on est intervenus, il y avait, Barbara, oui. Barbie, enfin voilà, je connais pas tous les surnoms, mais ouais. Je sais pas dans quelle mesure, vous êtes souvent associés, parce que je pense que quand tu parlais de ta formation, il y avait une deuxième personne en tant que comédien ou comédienne du coup, c'était Mhm. peut-être elle. Voilà, on parle de ton activité. Aujourd'hui, Barbara, est-ce que finalement ce qu'on évoque, tes activités, en final, c'est quelque chose qui se fait surtout à 2 ou bah, il y a, je sais pas moi, Inviso qui est surtout toi ou, la bonne, mince, la bonne idée? C'est avec elle, enfin, je sais pas, ouais, quel est, comment ça marche? C'est quoi Ah ce bah, couple? c'est quoi ce couple? Alors, bah, Barbara, on se connaît depuis des années par la troupe de Metz, le Minou. Et il y a maintenant 2 ans, je crois, ou peut-être 2 ans et demi, bah, elle a voulu faire comme moi, c'est-à-dire qu'elle était dans le service de santé des armées et qu'elle a quitté pour se lancer dans l'impro appliqué également. Et bon, avant, on en a parlé. Elle m'a demandé si j'étais OK. Je dis, fais pas ça, malheureuse, tu te rends pas compte. Reste où tu es, t'es très bien. Non, pas du tout. Je lui dis que oui, que welcome, bienvenue. Et bah, l'idée, c'est que dès que j'ai un plan, en fait, où on va être à deux, c'est plutôt à elle que je vais faire appel parce que bah, elle est sur Metz, comme moi, on travaille ensemble, on s'entend bien. Et, et donc, c'est avec elle qu'on a monté la compagnie La Bonne Idée. Alors, à la base, derrière, il y avait effectivement ce qui va être compagnie La Bonne Idée, ça va être plutôt les spectacles en entreprise. Et on aimerait dès qu'on pourra refaire même des spectacles jeunesse parce qu'on adore ça, faire les spectacles jeunes publics. Et Inviso, c'est plutôt effectivement tout ce qui va être formation professionnelle. Et quand je dois embarquer quelqu'un, oui, ça va de préférence être Barbara. Et c'est même un plus d'avoir ce binôme homme-femme, hein, notamment quand, par exemple, on va traiter sur la discrimination dans les collèges, sur la place de la femme. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, autant en parler. Hein, nous sommes sur la bonne journée pour en parler. Alors, je ne sais pas quand la vidéo sortira, les gens ne se souviendront pas, mais c'est la journée de la femme, ou des droits de la femme, je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui, oui, les droits de la femme. Journée des droits de la femme, hein, c'est ça. Donc, c'est toujours bien d'être un couple mixte par rapport à ça. Et voilà, mais sinon, on est chacun à la Smart. Donc, on n'a pas de société, on n'est pas associés, mais on travaille beaucoup ensemble. Les formations, là, le fameux Tour de France, on l'a fait à deux. Et puis, c'est intéressant parce que ça, malgré tout, ça opère un transfert de compétences, c'est-à-dire qu'elle n'était pas manager, mais à force de faire des formations sur le management, bah, elle apprend. Moi, j'apprends aussi de son approche plus carrée, plus méthodologique. Et puis, le fait d'avoir été dans la médecine, parce qu'en fait, elle coachait tous les thésards, hein, tous les futurs médecins militaires. Bah, elle a beaucoup de méthodologie par rapport à ça. Et puis beaucoup de connaissances aussi en tout ce qui est psychologie, des choses que moi, j'ai pas, mais que toi, tu as, par exemple. Voilà, donc on est plutôt complémentaires avec des profils très différents et ça crée une richesse quand on intervient d'eux. Et puis bon, on s'entend bien, donc du coup, c'est pas un problème de travailler ensemble. Donc oui, Barbie, bah oui, dès qu'il y a des spectacles, elle est là. Voilà, prioritairement, c'est elle que je vais faire travailler, c'est vrai, et j'espère que
que si elle a des contrats, elle va faire de même. Sinon, OK, cool, bien. Merci. Une dernière question. oui. Pour une personne qui aimerait, aujourd'hui, aussi faire, des interventions, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui aimerait là se lancer? C ça Ce serait un peu présomptueux de donner un conseil peut-être, mais non, je parlais de vraiment se poser les questions, enfin pour moi je vais revenir dessus, mais voilà, quel est mon passé, quel est mon vécu d'improvisateur, de comédien en impro et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, comment j'ai envie de le transmettre et jamais oublier que, quand tu fais de l'impro appliquée en entreprise, il y a toujours cette notion de bénéfice, hein. C'est, quel va être le bénéfice de mon intervention par rapport à l'objectif de l'entreprise et surtout, c'est de s'amuser dans tout ce qu'on fait. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces formations, à échanger avec les gens, à emmener ce côté décalé, arriver très fièrement à leur dire, «Je vous préviens, il n'y aura pas de PowerPoint». C'est c'est quand même, voilà, puis leur dire qu'ils vont pas rester assis sur leur chaise pendant 2 jours, mais qu'ils vont devoir la quitter plein de fois, que ça va être vivant, et que, moi, ce que j'aime beaucoup dans tout ça et c'est ce que je conseillerais, c'est en fait, on connaît pas les métiers souvent des personnes, auprès de qui on intervient. Si je reprends l'exemple du fret ferroviaire, moi je sais monter dans un train, mais c'est tout ce que je sais faire. Donc c'est pas sur leur métier qu'on va leur apporter des choses, c'est souvent mettre en place une sorte de maïeutique qui va faire que la réponse aux problématiques, elle va émerger du groupe et ça va forcément les marquer. Plus que si on leur disait: «Pour manager, il faut faire ci, il faut faire ça». Voilà, donc voilà, si je devais donner un conseil, c'est ça, quoi. Soyez ouverts, curieux, amusez-vous dans ce que vous faites et puis de donner le meilleur de vous-même. Merci beaucoup. Et merci à toi. Pour, toutes les personnes qui ont suivi cet entretien, si jamais il y a des questions que vous aimeriez bien poser à Jérôme, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je me permettrai de lui, transférer vos, questions. Merci à tous, d'avoir suivi cette vidéo. Merci Jérôme d'avoir pris le temps de répondre à mes différentes questions. C'était un plaisir. Et si jamais vous voulez, suivre plus de vidéos, comme, vous le savez maintenant, il y a aussi le groupe Vivre Impro où je donne un petit peu plus, d'éléments, si jamais vous voulez les suivre, ou alors le canal Telegram également, qui s'appelle Vivre Impro tout simplement. Et puis, sinon, on se dit à la semaine prochaine pour les prochains entretiens. Merci beaucoup à tous et puis évidemment, merci beaucoup Jérôme. Ciao, ciao. Merci à tous, au revoir.